Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Point de vue. La France peut-elle encore dire non à Bruxelles? Semaine décisive pour l'avenir du très décrié accord du Mercosur en pleine crise de la dermatose. Ursula von der Leyen espère signer le traité samedi au Brésil, mais le sujet divise plus que jamais l'Europe et puis surtout, il suscite, vous le savez, la colère du monde agricole. On en parle en tout début d'émission, ce sera avec Guillaume Roquette. On analysera également en profondeur les ressorts justement de cette crise avec le chercheur à la Fondapol Robin Rivaton. Il publie ces jours-ci une note passionnante sur le poids justement de la bureaucratie, en particulier dans les instances bruxelloises. Et puis Frédéric Hermel sera avec nous, il est journaliste sportif à RMC, il l'a été pendant 30 ans, correspondant à Madrid. Il officie toujours aujourd'hui sur la station sur des débats d'actualité. Il raconte dans un livre très touchant son rapport à la religion, en l'occurrence à la religion catholique, le récit d'une foi populaire et enracinée. Ce sera en troisième partie. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Alors c'est le feuilleton du moment qui embarrasse Emmanuel Macron, la colère des agriculteurs à quelques jours de la signature, toujours prévue en tous les cas à ce stade de l'accord du Mercosur, toujours espéré en tous les cas par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, samedi au Brésil, sur fond de crise de la dermatose ici en France. Nouveau mouvement de révolte agricole. Que révèle ce mouvement? Peut-être d'abord que le malentendu justement, et dont nous parlions il y a déjà plusieurs mois dans cette émission et peut-être même plusieurs années en réalité, ce malentendu entre les agriculteurs et nos élites, eh bien, il est loin d'être dissipé. Oui, parce qu'effectivement, les agriculteurs se révoltent, vous le disiez, sur un sujet dans lequel, à mon avis, ils n'ont pas forcément raison, parce que je pense que les mesures qui sont prises d'abattage c'est pas moi qui pense d'ailleurs, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais les experts considèrent presque tous que les mesures d'abattage qui sont prises pour lutter contre cette maladie sont indispensables, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que je pense que nous payons aujourd'hui ce qui s'est passé avec une loi dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelle la loi Duplon. Oui, la loi Duplon, c'est une loi qui a été votée cet été et qui autorisait la réintroduction de ce qu'on appelle les néonicotinoïdes, c'est-à-dire des produits phytosanitaires qui permettent dans les cultures d'éviter les parasites. Ces produits sont autorisés dans le reste de l'Europe, mais pas en France, parce que comme d'habitude, il y a une espèce de surtranscription de toutes les directives européennes, on fait du zèle, et donc ça paralyse, ça handicape plutôt les producteurs de betteraves, les producteurs de noisettes. Avec cette loi, on autorisait à nouveau ces produits et le Conseil constitutionnel a censuré la mesure. Et pourquoi je vous raconte ça? Ça a l'air un peu technique, mais pour les agriculteurs français, c'est le signe qu'en fait, on ne veut pas leur donner les moyens d'être compétitifs. Et derrière ça, il y a l'idée qu'ils sont mal aimés, mal compris par la société française. Je pourrais prendre un autre exemple, ce qu'on appelle les méga-bassines, c'est-à-dire ces bassins de rétention d'eau, qui sont une évidence, en particulier dans la partie sud de la France. Et dont les agriculteurs ont effectivement besoin pour alimenter leur culture. Exactement, et qui n'est nullement nuisible d'un point de vue écologique, puisque l'idée c'est de récupérer l'eau en hiver quand il pleut beaucoup, parce que sinon cette eau elle ruisselle jusqu'à la mer, et pouvoir l'utiliser l'été quand on a besoin d'irriguer les cultures. Et il y a des mesures des campagnes extrêmement violentes des écologistes. Donc tout ça, c'est deux exemples, mais ça montre le fossé de plus en plus profond qu'il y a entre les agriculteurs qui veulent produire et de l'autre côté, des préoccupations environnementales qu'on peut comprendre dans l'absolu. Le Conseil constitutionnel, il avait censuré la loi Duplon au nom de la Charte de l'environnement qui est dans la Constitution. Simplement, aucun autre pays ne fait comme ça. Et donc, les agriculteurs disent, mais c'est absolument contradictoire. On nous demande de nourrir les Français et en même temps, on n'a pas le droit d'utiliser les mêmes outils que les autres. Et ça pose des problèmes, notamment de concurrence déloyale. Sur la question de l'abattage forcé d'un certain nombre de cheptels, vous dites, Guillaume, c'est pas forcément justifié en l'espèce? Si, je pense que ça l'est. Alors, je pense, encore une fois, c'est un sujet extraordinairement technique.
pardon de cette comparaison, je ne veux pas faire d'anthropomorphisme, mais vous savez, c'est un petit peu comme au moment du Covid où on ne savait pas très bien comment est-ce que le virus se diffusait, est-ce qu'il fallait confiner tout le monde, les jeunes, les vieux, est-ce qu'on avait le droit d'aller dans les magasins, est-ce que c'était dangereux. Bon, j'ai le sentiment que la communauté scientifique tâtonne un petit peu, mais néanmoins, il semble y avoir un consensus chez les vétérinaires qui disent ces mesures sont nécessaires. Alors, elles sont très frappantes, j'allais presque dire bouleversantes pour les éleveurs concernés, parce que un cheptel, c'est pas comme des voitures qu'on achète. Tu vois. Ce sont des animaux qui souvent sont là sur plusieurs générations. C'est ça, que l'on se transmet. Exactement. Et donc il y a un attachement, j'allais presque dire affectif, qui fait que les éleveurs vivent très mal ces mesures. Mais encore une fois, je pense que s'il n'y avait pas tout ce passif que je viens de rappeler, les réactions n'auraient pas été aussi virulentes. C'est plus un phénomène de trop-plein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on lit et qu'on écoute, notamment ces derniers jours, ce que disent les agriculteurs sur le terrain, et notamment sur les ronds-points où ils sont mobilisés, et quand on lit d'un autre côté les déclarations de nos politiques, on a quand même le sentiment de deux mondes qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas le même langage. Pourquoi ce malaise est-il si profond ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a un malaise, alors même qu'il y a à la tête du ministère de l'Agriculture une femme, Annie Genevard, qui est vraiment à l'écoute. Mais aujourd'hui, le hiatus profond, c'est le décalage entre une société qui est devenue complètement hors sol, sans jeu de mots facile, c'est-à-dire qu'une majorité de Français n'a pas la moindre idée de ce que sont les contraintes de l'agriculture aujourd'hui, avec une espèce de vernis écologiste par-dessus tout ça, qui est plein de bonnes intentions, mais qui est contradictoire avec la réalité économique. Et on est les seuls à vivre ça. Parce que les autres pays européens, et encore plus les autres continents, peut-être qu'on parlera du Mercosur, n'ont pas les mêmes états d'âme. Ouais. Et donc, pour nos paysans, c'est plus possible. Et avec des chiffres d'ailleurs qui sont effrayants, et c'est Yves Tréhard qui le rappelle dans l'édito du Figaro ce jour, la France comptait 4 millions d'exploitations en 1960, elle n'en abrite plus que 400 000 aujourd'hui, et c'est la première fois que notre balance commerciale agricole est déficitaire. Oui, alors, parce qu'il y a deux choses différentes. Sur la diminution du nombre d'exploitations, c'est un phénomène mondial. Fergan Aziari fait sa chronique là-dessus dans le Figaro Magazine de ce week-end. C'est-à-dire qu'avec les progrès de productivité vous avez une tendance à l'augmentation des surfaces et donc à une diminution du nombre d'exploitations, ce qui permet de rentabiliser les équipements qui sont de plus en plus importants et de plus en plus chers pour exploiter les fermes. Mais en revanche, ce qui est très alarmant, c'est ce déficit dont vous parlez, parce que en bonne logique, si vous avez des exploitations plus grandes et plus productives, on devrait avoir des excédents commerciaux. Mais oui, c'est ça, des économies d'échelle. On produit plus et on vend plus. Mais le problème, c'est qu'à cause de ces distorsions de concurrence dont je vous parlais, on est de plus en plus déficitaire par rapport, par exemple, à l'Allemagne, qui est devenue une très grande puissance agricole. Ce qui est d'ailleurs, pardon, j'ouvre une parenthèse, mais ce qui pose un vrai sujet d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, parce que l'Ukraine est une très grande puissance agricole. Vous savez, l'Ukraine est historiquement, on apprenait ça dans nos livres d'histoire, le grenier à grains de la Russie et de toute l'Europe centrale. Et donc, si l'Ukraine entrait rapidement dans l'UE, comme semblent le souhaiter les responsables politiques de l'Union, ça poserait de vrais problèmes pour nos agriculteurs. Et tout cela pose également, évidemment, des questions sur la coopération, notamment franco-allemande, dans le cadre de l'Union européenne. On va parler du Mercosur dans un instant. Juste avant, sur cette contestation en France, parce que la dermatose, c'est un sujet qui est franco-français pour le coup. Vous la voyez durer, cette contestation? Les agriculteurs menacent de maintenir les blocages jusqu'aux vacances de Noël. Je pense que tout dépendra de ce qu'arrive à obtenir la France dans les négociations du Mercosur. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un effet d'accumulation, je dirais, entre le traitement de la dermatose d'un côté, plus le Mercosur, où, semble-t-il, les Allemands essayent de passer en force, là, je pense que oui, le mouvement de colère peut durer. Elle est française ou elle est européenne, cette crise agricole? Alors,
elle est assez largement française, puisque vous avez d'autres pays, je parlais d'Allemagne, qui s'en sortent beaucoup mieux. Vous avez aussi, dans les négociations du Mercosur, un problème, c'est que globalement, cet accord, il est plutôt favorable pour l'Europe, parce que le libre-échange, c'est une notion qui est plutôt positive quand on voit les productions des pays d'Amérique du Sud et les nôtres. Il y a une forme de complémentarité. Simplement, dans certaines productions agricoles, là, il y a une inquiétude légitime des agriculteurs. Et si leur situation était favorable par ailleurs, ils pourraient supporter ce choc. Mais là, si vous voulez, c'est un choc de plus. Et c'est cet effet d'accumulation qui explique cette colère. Alors, vous évoquez justement, effectivement, le fait que sur le front européen, nous ne sommes pas unis, loin de là. Effectivement, des pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne également, sont très favorables à cet accord. La France, elle, tente coûte que coûte de, sinon, le faire retirer, en tous les cas, de le retarder. On ne peut pas enlever d'ailleurs à Emmanuel Macron le mérite, justement, d'avoir maintenu la pression depuis plusieurs mois sur ce sujet à Bruxelles. Il a reçu hier le soutien de poids, soutien italien de Giorgia Meloni. Est-ce que politiquement, la France a les moyens de faire plier Bruxelles sur ce sujet ? Alors, elle le peut si elle insiste sur le côté vital pour la France de ne pas signer l'accord. C'est-à-dire que juridiquement, on peut se passer de l'accord de la France. Ce que veut Emmanuel Macron, c'est pas le tout ou rien, c'est amender ou l'accord, c'est de réserver entre guillemets la partie qui pose problème dans la dimension agricole de l'accord pour essayer de gagner du temps. Mais effectivement, vous avez d'autres agricultures qui sont beaucoup plus compétitives. Et vous parliez de l'Espagne, effectivement, c'est important. Enfin, il suffit de faire ses courses pour voir que c'est on est inondé de produits espagnols, exactement, qui sont produits dans des conditions écologiques assez contestables, mais eux n'ont pas les mêmes contraintes. Et donc effectivement, le danger, c'est que la France se retrouve isolée. Je pense que c'est vraiment symboliquement, c'est très fort, parce que il y a d'abord cette bagarre entre les différents pays européens. Il y a aussi dans le projet macroniste, il y a l'idée que l'Europe, c'est un progrès, que l'Europe, c'est quelque chose de positif. Et d'ailleurs, il a évolué sur ce sujet du Mercosur. Hein. Il était plutôt favorable au tout début. Absolument. Il était favorable, et je dirais que rationnellement, il n'avait pas tort. Oui. Parce que c'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Je pense que, pris globalement, cet accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, il est positif. Mais il y a un angle mort, qui est certaines productions agricoles où on craint la compétition avec ces pays qui, encore une fois, n'ont pas les mêmes contraintes. Par exemple, en termes d'alimentation animale, de présence de produits OGM. Et donc là, il y a une incohérence. Et effectivement, Emmanuel Macron a évolué. Et donc, au départ, disait, bon, les agriculteurs, on s'en occupera, on les dédommagera. Mais, sauf que là, ils sont dans une situation tellement difficile que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on rappelle d'ailleurs, pour être tout à fait complet, que pour que cet accord soit validé, il faut une majorité, mais pas forcément l'unanimité. C'est la majorité, si je ne me trompe pas, des 2 tiers. Exactement. Et après, il faut que ça représente un certain pourcentage d'habitants sur l'Union européenne. Voilà, c'est la majorité qualifiée. C'est pour ça que si la France se retrouve seule, l'accord peut être validé. Et c'est d'ailleurs un vrai problème, parce que vous avez derrière ça deux énormes sujets. Le premier, c'est est-ce que l'Europe, c'est un progrès ou non ? Et là, les agriculteurs disent non. Et puis deuxièmement, est-ce qu'il est légitime que l'Europe nous impose sa loi? Absolument. Et là, on en vient à ce débat qu'on a souvent eu ensemble sur cette espèce de choc des souverainetés et plus exactement de perte de souveraineté française, puisque vous savez qu'il est prévu dans la Constitution que les textes européens ont une prééminence sur la loi française. Et donc, le Conseil constitutionnel, par exemple, et le Conseil d'État aussi d'ailleurs, juge la réglementation française toujours inférieure
en valeur juridique à celle des règles européennes. Oui. Et justement, est-ce que cette crise du Mercosur, on pourrait également parler, et on le fera d'ailleurs tout à l'heure avec Robin Ribaton, de la question des voitures électriques également, avec cette obligation qui a été levée finalement, mais l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, et ce qui évidemment pénalise largement nos industriels. Est-ce que ce n'est pas quand même le signe concret justement d'un affaiblissement de la voix de la France à l'échelle européenne, avec une France qui est quand même censée être leader de cette Union européenne et qui aujourd'hui n'est pas capable en réalité d'imposer sa vision, que ce soit sur l'agriculture ou que ce soit sur l'automobile? Effectivement, et c'est parce que l'Allemagne a changé d'avis sur ce sujet que cette échéance totalement folle de l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 a été remise en question. Oui, vous avez raison, mais ça c'est assez logique. Nous sommes dans un pays, nous sommes aujourd'hui le maillon faible de l'Europe. Par notre situation financière, il n'y a pas d'autres pays en Europe qui s'apprêtent à avoir un budget 2026 aussi dégradé. Je vous rappelle que les dernières prévisions, c'est un budget en déficit de 5,4% du PIB. La règle, c'est 3%. C'est-à-dire qu'on est au double de ce qui est autorisé. Tous les autres pays font des progrès, en particulier ce qu'on appelait les pays du Club Med, l'Italie, l'Espagne, même la Grèce font mieux que nous. Et d'ailleurs, on le voit, parce que nous nous endettons à des taux d'intérêt qui sont supérieurs à ces pays d'Europe du Sud. Et vous avez à côté de ça une Allemagne qui certes a une croissance qui ralentit, mais qui a une situation financière qui est beaucoup plus facile. Et ce que vous dites est très juste sur l'influence de la France par rapport à l'Union européenne. On pourrait aussi parler de l'influence de la France, même d'un point de vue militaire. Quand vous voyez l'effort de réarmement de l'Allemagne, qui pourrait aller jusqu'à 1000 milliards d'euros pour faire de l'armée allemande, ou refaire de l'armée allemande, la première armée d'Europe, mais le poids géopolitique de la France est en train d'être affaibli, et tout le volontarisme d'Emmanuel Macron, ses innombrables voyages, on a l'impression qu'il passe sa vie dans les avions à essayer de convaincre les uns et les autres. Les grandes secondes. Mais voilà, sa bonne volonté n'est pas en cause, mais si vous voulez, on pèse le poids réel, c'est celui de l'économie et de la capacité à être influent par sa force de croissance et de production. On est tellement endetté qu'on ne compte plus. Et quand on est plus crédible effectivement en économie, eh bien on l'est beaucoup moins également en diplomatie. On suit ce dossier d'ailleurs de près, et sur cette question notamment du déclassement de la France, il y a ce très intéressant entretien croisé dans le Figaro Magazine ce week-end, justement, entre Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, et puis Thierry Breton, ancien commissaire européen, justement, sur cette question. Est-ce qu'il faut une souveraineté européenne? Est-ce qu'il faut une Europe des nations? Est-ce qu'on peut concilier les deux? C'est un débat vraiment passionnant à retrouver dans vos pages ce week-end. À retrouver également, Guillaume, votre éditorial. Comme tous les week-ends, on parlait de la disparition que certains prédisent du monde agricole. Vous êtes intéressé à la disparition également d'un mot peut-être aujourd'hui qui est en danger, celui de Noël. Est-ce qu'il faut en rire ou est-ce qu'il faut en pleurer? Écoutez, en tout cas, il faut s'en alerter, oui, à mon avis, parce qu'effectivement, de plus en plus de municipalités, c'est un sujet tout concret, font disparaître le mot de Noël de leurs illuminations. Ce sont des joyeuses fêtes de fin d'année, et entre les gens, dans les entreprises, les gens disent de moins en moins joyeux Noël au nom de la laïcité. Vous savez, on vient de fêter les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité, et j'essaie de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que, en quoi est-ce que le fait de dire joyeux Noël, ce serait désobligeant pour les gens qui ne sont pas chrétiens? Pourquoi justement certains veulent la disparition de ce mot de Noël? Alors je pense qu'il y a la conjonction de deux forces. La première, c'est, on va dire, une gauche que Franz-Olivier Gisbert appelle robespierriste, oui, c'est-à-dire des gens qui veulent faire disparaître tout ce qui relève de notre histoire, de notre culture et de nos racines. Ce sont les vieux laïcards qui attaquent systématiquement les gens de ces mouvements anticléricaux qui attaquent systématiquement les crèches dans les mairies, par exemple. Donc ça, je veux dire, c'est classique. C'est les professeurs à la retraite qui militent à la libre pensée pour montrer qu'ils sont toujours influents, ou du moins le croient-ils. Donc ça, à la limite, ça c'est vieux. Et puis il y a aussi, de la part, y compris à droite, d'un certain nombre de dirigeants politiques, l'idée de dire que si on efface la culture chrétienne et la visibilité chrétienne de la France, les choses seront plus faciles avec les musulmans. Et on leur montrera qu'il faut une forme de neutralité
dans la vie collective. Sauf que c'est l'argument du vivre ensemble. Exactement, c'est l'argument du vivre ensemble. Sauf que c'est un échec complet. C'est-à-dire que les musulmans, eux, ne veulent pas, pour un grand nombre d'entre eux, et je cite dans mon éditorial un sondage IFOP récent, ne veulent pas abandonner ce qui sont leurs signes. Au contraire, je cite ce chiffre des jeunes femmes musulmanes qui aujourd'hui sont 46% à porter le voile. Elles n'étaient que 16% il y a une vingtaine d'années. Donc je pense qu'au contraire, il n'est pas question de faire un choc des civilisations, mais de dire, mais voilà, la fête de Noël, ça fait partie de notre identité, et je pense qu'il faut la revendiquer, tout simplement parce qu'en plus c'est un moment de joie. Et je ne vois pas en quoi le fait de passer devant une crèche en allant chercher ses papiers à la mairie est une offense à qui que ce soit. Ou alors c'est vraiment qu'on a un problème dans la tête. Merci Guillaume Roquette, merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, puisque nous serons en rediffusion la semaine prochaine, c'est l'occasion de vous souhaiter un très joyeux Noël. À vous aussi. Au nom de toute la rédaction de Point de Vue. Merci Guillaume d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis tout au long de cette année. Évidemment, en couverture du Figaro Magazine ce week-end, le passionnant entretien avec l'un des plus grands photographes animaliers français, Vincent Munier, et également le récit de Sylvain Tesson. Il est au cinéma, Vincent Munier, avec son nouveau film Le Chant des forêts, et il nous amène notamment dans la forêt des Vosges. C'est à lire impérativement pour tous les amoureux de nature. On évoquait cette crise agricole. Il y a une autre décision qui a fait grand bruit ces derniers jours, donc on le disait également, c'est celle de rétropédalage de Bruxelles sur l'interdiction des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Mais dans le débat, une question demeure. Le peuple a-t-il encore son mot à dire face à la bureaucratie? Analyse dans un instant avec le chercheur à la Fondapol, Robin Rivaton, qui publie justement ces jours-ci une étude remarquée sur le sujet. L'objectif reste le même. Les flexibilités sont en réalité des flexibilités qui sont pragmatiques au vu de l'adhésion des consommateurs, de la difficulté également des constructeurs à proposer sur le marché du 100% électrique pour 2035. Et donc la Commission européenne a choisi en réalité un axe qui est à la fois pragmatique mais qui garde ses objectifs et ses ambitions climatiques à hauteur de 10%. Ces flexibilités seront compensées d'un point de vue carbone, et on introduit aussi la capacité pour les constructeurs d'utiliser de l'acier vert européen par exemple pour pouvoir justement compenser ces véhicules qui utiliseront encore des biocarburants ou des carburants de synthèse. Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes entrepreneur et essayiste et membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique. Vous publiez ce mois-ci une étude très instructive sur les dérives de la bureaucratie à laquelle vous opposez la compétence du peuple, la compétence en tout cas du bon sens. Et nous l'évoquions à l'instant avec Guillaume Roquette, la question de l'accord du Mercosur, on est en plein dedans. La question également de l'interdiction des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Et, Stéphane Séjourné, commissaire européen, justement, évoquait ce rétropédalage finalement de Bruxelles sur cette question après des mois, des années même de pression. Est-ce que c'est justement la victoire du peuple, la victoire du bon sens face à la bureaucratie? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, les États, mais après avec aussi l'Union européenne en tant qu'entité supra-étatique, recherche dans la production de normes un succès d'année par rapport à ce qu'ils n'arrivent plus à fournir dans les services publics élémentaires, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité. Et donc en cherchant ce succès d'année, ils vont produire des normes qui parfois sont des mauvaises lois, mais pire, qui sont beaucoup des lois inapplicables. Et l'exemple du recul de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035 était typiquement une loi inapplicable. Et donc c'est terrible parce que ils perdent encore plus en légitimité, puisque les gens se rendent compte en se disant mais on fait adopter cette loi, mais cette loi est inapplicable, on la refuse, et donc à la fin, c'est l'efficacité et la légitimité de l'État qui est remise en cause. C'est plus que c'était inapplicable ou que ça aurait complètement tué notre filière? Mais la réponse est dans votre question, c'est-à-dire que le coût de cette loi aurait été tellement important déjà qu'elle ne fait que reculer, donc on va passer à 2040. La réalité, c'est que ça aura quand même un coût important pour l'industrie automobile européenne, mais c'est que son application stricte aurait effectivement tué l'industrie européenne dans son ensemble. D'autant qu'il s'agit officiellement en tout cas d'un aménagement en réalité de ce que le discours en tout cas c'est que cette réduction de 100% des émissions de CO2 est revue à la baisse à 90%. Exactement. Pour donc les constructeurs automobiles. Alors on peut dire c'est la victoire du peuple.
on peut aussi se dire, attendez, c'est simplement la conséquence d'une concurrence qui est accrue, de cette offensive chinoise majeure, justement, qui ont bien compris justement l'enjeu de marché qu'il y avait, plus qu'une réelle volonté d'écouter les peuples. C'est là où je fais une distinction entre la bureaucratie et la technocratie. C'est-à-dire que la bureaucratie, c'est l'État moderne fondé sur la production de normes et de textes, là où la technocratie, c'est le règne des experts. Quand on voit aujourd'hui le paysage géopolitique avec cette montée en puissance industrielle absolument remarquable et en tout cas très très impressionnante de la Chine, si c'était des technocrates au pouvoir, ils ne prendraient pas ces décisions. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est vraiment au cœur de cette bureaucratie qui a abandonné le primat de la raison et de l'efficacité pour simplement du signalement de la vertu, pour faire un mauvais anglicisme, mais vraiment se présenter en disant nous, on a fait des lois environnementales les plus drastiques du monde et on en est très fiers, quand bien même ces lois ont effectivement aucune possibilité d'être appliquées et en plus un coût absolument gigantesque pour les citoyens. La voiture électrique, est-ce que c'est justement peut-être le symbole de cette surréglementation, de cette approche technocratique justement que vous documentez dans ce livre? Je pense que toutes les lois environnementales qui se sont succédées à partir de 2019 représentent la quintessence de ce primat de la bureaucratie et du fait qu'elle soit totalement en roue libre par rapport aux souhaits des citoyens. Et j'en veux pour preuve. Et ce qui est terrible, c'est que elle a cette capacité à s'habiller sous les habits de la démocratie directe. Je repense à cette farce qu'a été la Convention citoyenne pour le climat, où on a soi-disant tiré au sort des représentants des Français, en disant que cette assemblée devait représenter le point de vue de l'électeur médian, alors qu'en fait, elle représentait évidemment le point de vue d'une extrême minorité. Et de là, on a tiré la loi climat et résilience, qui est devenue en application avec les diagnostics de performance énergétique et tout un ensemble d'autres, le zéro artificialisation nette, toutes les réductions sur les lois sur la nourriture, les lois sur les transports, qui ont abouti à un ensemble de corsets de normes qui n'ont aucune réalité, encore une fois, puisqu'on est en train de les détricoter, on est en train de se rendre compte qu'elles n'étaient pas applicables. Et donc on voit bien qu'on a une alliance entre la bureaucratie et des formes de démocratie directe qui sont capturées par des minorités extrêmement agissantes, et à l'inverse, on refuse d'appliquer ce que j'appelle la compétence du peuple, la vraie démocratie directe, qui est de se dire, par exemple, pourquoi ne faisons pas des grands référendums nationaux sur des sujets où on sait que les Français auraient des positions beaucoup plus strictes qu'elles n'ont aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette image des élus qui sont déconnectés, qui passent leur vie entre les aéroports ou les gares, entre Bruxelles et Paris, ou en tout cas et les capitales européennes, c'est quand même une image qui colle à la peau de l'Union européenne depuis maintenant bien longtemps. Est-ce que c'est la structure qui est mal pensée ? Ou bien est-ce que c'est, à votre avis, plutôt un système qui est victime peut-être d'un certain nombre d'abus, ou en tout cas qui ne fonctionne plus comme il le faudrait? Moi, je pense que avant le politique, alors c'est la responsabilité finale du politique, mais le politique a perdu la main sur cette organisation administrative qu'il est censé contrôler et qui est censé appliquer, transmettre sa volonté en des actes concrets. Et aujourd'hui, on le voit bien. Alors la rotation très rapide des gouvernements en France fait que les ministres passent et l'administration reste, donc c'est de plus en plus vrai. Mais même à Bruxelles, on a aujourd'hui des hauts fonctionnaires qui ont pris la main sur un certain nombre de sujets et imposent leur agenda presque aux politiques. Et ça, on le voit très bien. Et ce qui est terrible, c'est que la seule solution pour le politique, pour les hommes et les femmes politiques de se relégitimer, ce serait de couper court à ça. Et en fait, ils ont une peur bleue de mettre ça en place et de se dire comment je fais pour changer par exemple l'administration, faire un spoil system et se dire que les gens qui sont aujourd'hui en place ne sont pas forcément des gens qui vont vouloir appliquer mes propositions. Et donc comment je les mets dehors et je fais rentrer des nouvelles personnes. Et ça, ces mesures-là, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la classe politique française et européenne, il y a très peu de capacité à mener ces combats-là. Alors on peut vous rétorquer que justement, par exemple, sur cette interdiction des voitures thermiques, d'ici 2035, c'était en plus l'une des mesures phares de ce fameux pacte vert voulu par Ursula von der Leyen depuis maintenant, je crois, 2019. Elle en parle. Elle a donc finalement rétropédalé. Ça veut dire, en tout cas c'est ce qu'elle vous répondrait, que regardez, c'est bien la preuve que nous savons écouter le peuple et que finalement nous avons pris cette décision de la reporter. Oui, mais elle rétropédale face au réel. C'est là où c'est terrible. C'est que d'une part, les coûts de ces 6 années de politique sont monstrueux. On a détruit une partie de l'industrie automobile et de l'industrie européenne au global. Il a fallu attendre qu'on soit devant le mur pour réussir. Et encore une fois, on reporte
mais on ne change pas l'esprit, on conserve l'esprit, on aménage. Et donc c'est là où il n'y a pas du tout de prise en compte de la vie du peuple. Il y a la prise en compte du réel, mais parce qu'on est face au mur. Ouais. Justement, et effectivement, dans cette étude, vous l'évoquiez à l'instant, tout à l'heure, mais vous tentez de comprendre les ressorts de cette incompréhension. Administration, élus, et puis ensuite peuple, bien évidemment. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est une approche trop technocratique de ceux qui décident, ou bien est-ce que c'est un manque de représentativité? Alors je pense que c'est une approche trop bureaucratique, j'insiste vraiment là-dessus. Oui. Malheureusement, on n'a plus de technocratique. technocrate aujourd'hui au pouvoir. Un technocrate, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre et qui a une expertise. Aujourd'hui, l'expertise de l'État, elle est réduite à néant dans beaucoup de secteurs. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. Parce que quand on pense à l'État des années 60, 70, l'État stratège, les grands programmes d'innovation, on avait des ingénieurs, des gens qui étaient capables de comprendre le réel. Aujourd'hui, on a des gens qui produisent de la norme sans se dire est-ce qu'on peut l'appliquer, est-ce qu'elle va avoir un effet concret sur la vie des gens. Donc je pense qu'il y a un gros problème de bureaucratie dans nos pays. Et pour moi, c'est vraiment ce sujet-là qui est le point le plus prégnant. Quand les gens les plus compétents, les plus capables d'un point de vue technique ont quitté la sphère publique, vous ne vous retrouvez plus qu'avec des gens qui y vont pour faire valoir leurs convictions. Il y a eu un très bon ouvrage sur la Chine qui est paru récemment qui disait que c'était un pays de technocrates. Et à l'inverse, il mettait en opposition les États-Unis, l'ouvrage de Dan Wang, qui mettait en opposition les États-Unis en disant que c'est un pays d'avocats et de légistes. On est un peu dans ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus des gens qui sont capables de dire le réel, c'est ça, et il faut s'adapter au réel. Donc aujourd'hui, on a plus un problème de bureaucrates. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi quand même de représentativité entre ceux qui décident, en tout cas ceux qui font la loi, les parlementaires, et puis le peuple? On évoquait tout à l'heure avec Guillaume Roquette la question agricole, et on voit vraiment ces deux entités, on va dire, élus, agriculteurs, qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas le même langage. Bien sûr, c'est la thèse initiale du populisme qui est de dire qu'en fait il y a un écart entre la volonté des élites et la volonté du peuple. On écarte souvent ça d'un revers de la main en disant mais c'est devenu un mot très connoté négativement, le populisme. La réalité, c'est que je cite une étude extrêmement bien faite, sur plus de 40 pays, qui montre que dans tous les pays, quel que soit le système législatif, vous avez un écart type vers la gauche entre le représentant dans les parlements et l'électeur médian. Donc en fait, dans tous les systèmes, on a un système politique qui est plus à gauche que la représentation des électeurs médians. Donc quand on dit il y a des vagues de populisme, c'est peut-être que le phénomène n'est peut-être pas, on peut pas le dénier, peut-être que le phénomène existe réellement. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans ces mots justement que vous dénoncez? On l'utilise beaucoup, dans d'autres pays on l'utilise beaucoup moins. C'est-à-dire que cette façon d'utiliser le populisme pour à la fois stigmatiser des gens qui voudraient rendre l'État plus puissant, qui voudraient réellement réellement rendre possible des politiques publiques, c'est très franco-français, c'est devenu un mot un peu qui permet de discréditer ses opposants. Aujourd'hui, je pense que la France se singularise en étant allée très très loin dans cette capacité à continuer de produire de la norme. Et comme c'est un pays très centralisé, on continue d'essayer de faire de la norme depuis Paris et de l'appliquer à tous les territoires, ce qui est effectivement moins le cas dans des pays un peu plus décentralisés. Alors il y a un point qui est également très intéressant dans cette étude. D'abord donc la différence effectivement entre les élus et le peuple. Également vous parlez d'une dérive antidémocratique qui n'est d'ailleurs pas forcément là où on pourrait le croire. C'est-à-dire que vous évoquez la question du pouvoir qui va se déplacer à partir de la sphère politique vers des juges et vers des acteurs privés. Exactement, c'est un point. Plus la norme devient complexe, plus elle devient touffue, plus son interprétation devient sujette à caution. Et donc, on voit se multiplier le pouvoir des juges. On a pu parler de gouvernement des juges, mais on voit qu'à travers l'augmentation du rôle des cours constitutionnelles, à travers la liberté d'interprétation et la liberté que se donnent parfois certains juges, je pense à certains délits environnementaux où les juges ont considéré que les actions étaient légitimes. Donc, il y a un texte de loi qui dit que c'est un délit, et puis vous avez un juge qui dit non, ce délit est un motif légitime au titre de la préservation de la planète, et donc demande la relaxe des personnes qui ont commis ces actes. Donc on voit bien que plus la loi est complexe, plus on laisse de la place, de l'autonomie à celui qui l'interprète, donc plus on laisse de place au juge. Oui. Et plus on laisse de place également à un certain nombre d'initiatives qui peuvent émaner également des privés, des citoyens. Et là aussi, c'est un point qui est intéressant dans cette note. Vous mettez en lumière une étude américaine qui révèle que dans la quasi-totalité des plaintes contre des aéroports américains, donc nuisances sonores, nuisances écologiques par exemple, en fait, la quasi-totalité de ces plaintes-là proviennent d'un seul foyer. Exactement, c'est une étude très intéressante qui montre que près de 80% des plaintes émanent de 1, 2 ou 3 foyers autour de l'aéroport. Et ça montre quoi? Ça montre que les dispositifs de pseudo-démocratie
démocratie directe, que ce soit des médiateurs, que ce soit la capacité d'aller en justice pour les associations environnementales, en fait, sont capturés par des minorités agissantes. Et j'en veux pour preuve la consultation qu'on organise sur certains grands projets, je pense à Notre-Dame-des-Landes ou autres, où on a appris que certaines associations prennent des gens, des militants, et les déplacent de réunion en réunion. Ce sont les mêmes personnes, ils n'ont même pas un intérêt à agir vis-à-vis du territoire, mais ce sont les mêmes personnes. Et en fait, alors même que l'enjeu à l'origine, c'est quand même la démocratie directe, justement. Exactement, mais on fait semblant, et c'est encore une fois pour moi quelque chose de très dangereux, c'est cette alliance entre la bureaucratie d'un côté et des habits de la démocratie directe, des motifs de consultation. Quand je parle de l'intérêt à agir des associations environnementales qui en fait attaquent systématiquement des projets sur lesquels en fait elles n'ont aucun droit essentiel à agir. Le vrai sujet, les gens qui devraient être consultés, ce sont les habitants et les riverains. Et donc, on voit bien qu'il y a cette alliance très dangereuse qui est de se dire, comme la bureaucratie est délégitimée, elle va chercher dans la démocratie directe des façons de se relégitimer, sauf que cette démocratie directe est capturée par des minorités agissantes. C'est vertigineux parce qu'en l'occurrence, c'est le citoyen lui-même qui joue contre le droit, finalement. Enfin, contre la démocratie, avec des habits de droit. Tout à fait. Quelques citoyens qui réussissent à utiliser des instruments judiciaires, notamment. Et il y a un point que je souligne et qui est important, c'est que plus l'IA va se développer, plus l'intelligence artificielle va devenir disponible, plus les minorités peuvent inonder sous des recours les processus d'intérêt généraux. On commence à le voir dans certains cas, mais faire des consultations aujourd'hui, quand les gens peuvent écrire des dizaines, des centaines, des milliers de courriers à la minute, évidemment, ça donne encore plus de pouvoir à une minorité agissante. La seule façon de revenir à ça, c'est le seul référendum sur des consultations importantes à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, pour que les gens puissent exprimer un vote égale une voix et pas avoir cette manipulation. C'est finalement le modèle suisse, celui du référendum. Vous pensez qu'il faut s'en inspirer? Je pense que c'est un très bon modèle sur deux aspects, le référendum d'un côté et la concurrence entre les collectivités locales de l'autre côté. Je pense qu'aujourd'hui, y avoir l'idée que la seule norme nationale doit s'appliquer en France, ce n'est plus possible. Ce qu'il faut imaginer, c'est de dire qu'il y a des normes qui sont optionnelles. Mais oui, allez-y, je vous en prie. Non, il y a des normes qui sont optionnelles. Et donc, les collectivités locales, que ce soit une mairie, que ce soit une région, que ce soit un département, puissent dire moi, cette norme supplémentaire, l'interdiction des véhicules thermiques, moi, je ne l'applique pas. Parce que pour ma population, ce n'est pas ça ce qui est désiré. Mais c'est vrai qu'on en vient souvent à cela quand on a ces débats sur le manque de représentativité, sur cette crise de la démocratie. On en vient souvent au référendum. Et quand on pousse l'étape d'après dans le raisonnement, on a souvent le raisonnement qui est de dire mais attendez, c'est quand même plus compliqué que ça. D'abord, le référendum, c'est difficile à mettre en place. Et puis, c'est pas forcément représentatif. Il y a toujours des choses qui font que... D'ailleurs, la preuve, le dernier référendum, ça remonte à plus de 20 ans. Oui, parce qu'en fait, les politiques en ont peur parce que ça exprime la réalité des opinions. Et donc, c'est quelque chose qui fait peur aux politiques. C'est souvent conservateur, le référendum. Je donne cette statistique. En Suisse, 84% des référendums ont refusé les initiatives qui leur étaient proposées. Donc c'est un objet qui est relativement conservateur sur le principe, mais c'est un objet qui est extrêmement puissant pour aujourd'hui réussir à dépasser cette bureaucratie. Merci Robert Rivaton. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Votre note donc pour la Fondation de l'innovation politique contre la bureaucratie, la compétence du peuple. C'est l'appel en tout cas que vous lancez. C'est à retrouver en ligne sur le site de la Fondapol. Merci d'avoir été avec nous. On va maintenant se pencher sur un témoignage très émouvant, celui du journaliste à RMC, Frédéric Hermel. Il raconte dans ce livre que voici, c'est ça, la foi. Il raconte sa rencontre avec Dieu. On va revenir notamment sur cette rencontre personnelle qu'il affirme avoir vécue et qu'il raconte de manière très précise. On va revenir également sur les polémiques autour des crèches de Noël dans les mairies, avec notamment donc cette décision du tribunal administratif de Cergy d'ordonner au maire d'Asnières-sur-Seine le retrait de la crèche de l'hôtel de ville. On en parle dans un instant. Il y a une décision de justice qui vient de tomber ce matin, suite à un référé de la Ligue des droits de l'homme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Et le tribunal administratif a considéré qu'il y avait urgence à retirer la crèche et donc à la sortir de l'hôtel de ville. Alors que pour le même type de problème, la même saisine, le tribunal administratif de Montpellier, le tribunal administratif de Lyon considèrent qu'il n'y a jamais eu urgence sur ces questions-là. Nous, on est tombé sur un tribunal qui considère qu'il y a urgence. Donc il y a une vraie insécurité juridique dans le pays, puisque selon la ville où on est jugé, il y aura urgence, il n'y aura pas urgence. Nous, le tribunal de Cergy-Pontoise a considéré qu'il y avait urgence. Donc on doit sous astreinte, effectivement, déplacer la crèche. L'entrisme catholique, d'abord, ça n'existe pas, à ma connaissance, et la loi n'a pas été faite pour ça.
quand on parle d'entrisme. Et puis par ailleurs, il n'y a pas de prosélytisme, je le disais. Donc il y a simplement un rappel historique, objectif, neutre, sans plus. Mais effectivement, ça gêne ces gens-là qui veulent gommer petit à petit les racines chrétiennes de la France, quoi. C'est leur objectif, donc petit à petit, ils y arrivent. Bonjour Frédéric Hermel. Bonjour Timothée. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes journaliste à RMC. Vous avez notamment été correspondant à Madrid pendant près de 30 ans. Où vous avez d'ailleurs côtoyé un certain Zinedine Zidane, dont vous aviez publié la biographie il y a quelques années. Et vous y faites écho dans ce livre pour une raison assez particulière. On va en parler dans quelques instants. Ce livre, c'est ça la fois publié chez Fayard. C'est très personnel, très authentique. Et vous racontez sans détour votre rencontre personnelle avec Dieu. On va en parler. Un mot d'abord sur cette séquence que nous visionnions à l'instant, que nous avons enregistré hier avec le maire d'Asnières, vous savez, dans les Hauts-de-Seine, qui se voit donc ordonner par la mairie, par la justice, le retrait de la crèche dans l'hôtel de ville au nom du respect de la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le hall d'une mairie est le bon lieu pour accueillir une crèche ? On peut se poser la question. Mais il y a peut-être des sujets un peu plus intéressants, un peu plus importants pour notre pays, vu l'état de la France. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des associations qui ont de l'argent à perdre, du temps à perdre, du temps à faire perdre à la justice pour un sujet totalement mineur de savoir si une crèche, elle doit être à 2 mètres à l'extérieur ou 2 mètres à l'intérieur. Alors c'est assez drôle parce que je me faisais la réflexion en voyant la décision de justice. Cette référence à l'évangile, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. C'est ce qui arrive à Joseph et Marie juste avant la naissance du Christ. Donc finalement, c'est l'éternel recommencement. C'est un drôle de message qui est envoyé. Finalement, c'est un message chrétien. Oui, voilà, on ne veut pas de... mais trouver la religion partout. Mais c'est pas grave, ils ne veulent pas, mais je pense que ces associations qui ont du mal à dénoncer des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves d'atteinte à la laïcité, finalement ne font que réveiller la culture populaire chrétienne française. C'est-à-dire que beaucoup de croyants ou de non-croyants, beaucoup de Français qui sont peut-être baptisés, mais qui n'ont pas fait baptiser leurs enfants, qui ont une foi qui ne compte pas pour eux, voilà, qui ne sont plus aujourd'hui des catholiques pratiquants, se disent, ils sont quand même un peu ridicules. Donc en fait, c'est l'effet inverse. Je pense que c'est bien, cette croisade contre les crèches est bonne pour un certain réveil de la conscience catholique et culturelle de la France. Vous évoquez des associations, des élus également. Quand l'opposant, par exemple, à ce maire d'Asnières, dit, Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, dit cette crèche, au fond, c'est de l'entrisme catholique. Ça vous fait bondir ou Attends, mais le mot entrisme, mais c'est... En gros, c'est faire une référence à l'islam. En plus, c'est une façon d'essayer d'opposer les catholiques et les musulmans, ce qui est totalement ridicule, en fait. Mais assez dangereux. On a souffert des guerres de religion en France. Heureusement, c'est dépassé. On ne va pas en recréer une nouvelle. Mais le mot entrisme implique quelque chose de malsain. Je suis désolé. Ce n'est pas... C'est la France qui est née d'un baptême, le baptême de Clovis. Je suis désolé. La France est peuplée de cathédrales, de chapelles, d'églises, de basiliques. Voilà, Noël en lui-même, bah oui, ces gens-là, j'espère qu'ils n'acceptent pas la prime de Noël, j'espère qu'ils travaillent le 25 décembre, parce que si vous ne travaillez pas le 25 décembre, c'est que vous acceptez la naissance du Sauveur, c'est que vous reconnaissez le caractère profondément chrétien de la France. Non, tout ça est ridicule, et j'insiste là-dessus, ils vont s'en mordre les doigts, parce que ça va faire réagir, et ça commence déjà à faire réagir des gens qui n'étaient pas de grands défenseurs de la culture catholique française, vont commencer à se dire, il faut un peu nous laisser tranquilles. Alors votre livre, Frédéric Hermel, c'est ça à la fois justement une déclaration d'amour à la religion catholique, à quelque chose que vous vivez très personnellement, la religion de votre enfance, et la religion qui, vous le dites dans ce livre, a donné un sens à votre vie, vous le racontez. Juste un mot d'abord sur, justement, parce que vous défendez dans ce livre justement l'idée selon laquelle la foi catholique et votre attachement à la République, c'est votre cas, ne sont pas incompatibles. Est-ce que justement l'actualité récente ne vous donne pas tort sur ce point ? Non, justement, parce que je pense quand on est français, on peut très bien vivre la laïcité et la foi. Il se trouve que je suis un pur produit de l'école de la République. Depuis la première seconde à l'école maternelle jusqu'à la dernière minute à l'université, je ne suis passé que par l'enseignement public laïque français. Voilà. Et en même temps, vous savez, dans mon petit village, moi je suis né en 1970, dans mon petit village des Plaines d'Artois, à côté d'Arras, les enfants qui allaient à l'école de la République se retrouvaient, c'est exactement les mêmes enfants, se retrouvaient au caté le mercredi. Dans ce livre, c'est ça à la fois, j'ai fait un chapitre qui s'appelle le caté du mercredi, et j'ai retrouvé une photo de l'année scolaire 1970-1980, et du caté,
Et en fait, j'ai regardé par rapport à la photo de classe de l'école de la République, ce sont les mêmes enfants. On ne se posait pas la question. Et on ne se disait pas, attention, la laïcité, etc. Il y avait le curé, et puis il y avait notre instituteur. On savait très bien qu'il était communiste. C'était Pépone et Don Camillo. Et ça posait aucun problème à personne. Personne. Et les enfants faisaient leur communion, les garçons étaient enfants de chœur. C'était naturel, c'était culturellement, c'était une foi culturelle. Oui. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas de questions et il n'y avait surtout pas d'affrontement. C'est un monde que vous regrettez. Est-ce que ce livre, Frédéric Hamel, c'est celui d'un nostalgique ? Tout à fait. Tout à fait. C'est un nostalgique plein d'espoir parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez les jeunes. C'est ça la foi, justement. Dites-nous, c'est quoi ? C'est quoi la foi ? La foi, c'est pour moi d'abord une rencontre. C'est une rencontre que j'ai faite avec Dieu. C'est un mot, ça, que vous utilisez à plusieurs reprises dans ce livre, et vous parlez d'une rencontre presque physique avec Dieu. Elle est physique, c'est-à-dire que pour moi, il y a eu deux grandes rencontres. La rencontre à ma naissance, puisqu'à l'âge de 2 semaines, ma grand-mère m'emmène à l'église. Ma grand-mère, qui était une petite paysanne à peine lettrée, que vous n'auriez pas comprise, parce que seuls les ch'tis pouvaient comprendre, parce qu'elle parlait le patois, ce qu'on appelle le picard, qui est le ch'ti. Et qui avait cette foi populaire. Populaire, bien sûr. Ma grand-mère ne comprenait pas vraiment les prières qu'elle récitait, donc, mais elle m'a emmené à la messe. Et ça vous a touché ? Oui, parce que je pense que la foi... Alors moi, j'ai eu la chance de faire des études, de faire un métier dit intellectuel, de lire des livres sur la foi, notamment les livres de Benoît XVI qui ont été très importants dans ma vie. Mais la foi, c'est d'abord un sentiment. Donc, ma grand-mère avait cette foi populaire, comme on dit, la foi du charbonnier qu'elle m'a transmise. Donc, au départ, à ma naissance, dans les premières années de ma vie, j'ai une foi d'évidence culturelle de village. Et vous, ensuite, vous avez vécu une expérience très concrète. Et là, après, à 13 ans, j'ai la douleur de perdre mon père, subitement. Mon père avait 37 ans, ma mère se retrouve veuve à 37 ans. Elle perd son travail 6 mois après. Donc voilà, veuve, avec 2 enfants, ma sœur 10 ans, moi 13 ans, au chômage. J'étais un très bon élève à l'école et du jour au lendemain, je suis comme bloqué. C'est-à-dire que j'avais toujours des 20 sur 20 en dictée et je fais 25 fautes du jour au lendemain. Et donc, mon avenir est très sombre puisque je redouble ma 3e et à la fin du 2e trimestre de ma 2e, 3e, on ne sait pas ce qu'on va faire de moi. Et une nuit, je vois la main de Dieu qui vient me secourir. Une main, c'est la main et l'avant-bras lumineux de Dieu qui vient me secourir. Alors, à ce moment-là, je sais que c'est Dieu, mais je n'ai pas conscience du côté extraordinaire de l'événement. Comme je vis dans une culture catholique, que Dieu apparaisse, c'est presque normal. Oui. Avec la maturité, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de surnaturel et qu'il n'était pas courant de vivre ça. Et c'est la raison aussi pour laquelle, avec le temps qui a passé et le fait d'avoir aujourd'hui 55 ans, d'avoir la chance d'être édité par un grand éditeur comme Fayard, je peux aussi raconter ce parcours et remercier Dieu pour ce que j'ai vécu. Vous dites, j'ai vu la main de Dieu. Certains se disent peut-être, attendez, là, il a juste fait un rêve un peu étrange, il raconte un peu n'importe quoi. Et concrètement, il s'est passé quoi exactement en vous à ce moment-là ? Ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai été comme débloqué, j'ai commencé à bien travailler à l'école et j'ai pu avoir mon brevet de collège et partir au lycée et commencer une nouvelle vie. Donc, Et vous n'avez jamais douté sur le fait que c'était justement Dieu à ce moment-là qui vous parlait ? Non, j'ai jamais douté. Ouais. Mais de toute façon, pour les gens qui vont lire ce livre, il y a plein d'exemples comme ça. Je parle des 3 petits miracles que j'ai vécu dans ma vie, même dans ma vie professionnelle de journaliste, ou des moments où j'étais perdu au fin fond de Lisbonne. Alors je courais derrière un serial killer. Et j'ai prié, et je suis arrivé à l'endroit alors que j'étais perdu. Enfin, il se passe des choses concrètes. Saint-Antoine de Padoue, vous n'allez pas me dire que je fais un chapitre sur Saint-Antoine de Padoue. Il y a 15 jours, j'ai perdu mes clés, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai fait comme m'a dit ma grand-mère, j'ai récité un Saint-Antoine de Padoue. Et vous avez j'ai retrouvé mes clés. Elles étaient devant RMC. Ah bah, et voilà. Donc, merci de nous partager. Mais oui, mais je plaisante avec ça. Mais la vraie foi, et celle qui me plaît, c'est cette foi populaire, cette foi du charbonnier. Quand j'avais quelques années, j'avais dû perdre un crayon de couleur ou une gomme, et ma grand-mère m'a dit dis Saint-Antoine de Padoue, s'il te plaît, fais que je retrouve là. Ouais. À notre Père, je vous salue Marie. Bon, 50 ans plus tard, je l'utilise encore et ça marche encore. C'est pas de la magie, c'est de la foi. Ça vous a aidé également, vous évoquez par exemple le décès tragique de votre père, ça vous a aidé, ça aide à faire abstraction ou ça aide à passer à autre chose, ça aide à accepter la foi ? Alors, oui, c'est-à-dire que ma mère, par exemple, a beaucoup de mal avec Dieu maintenant. Elle est en colère avec Dieu. Donc, ma sœur ne sait pas trop. Donc, depuis qu'il n'y a plus ma grand-mère,
je suis un peu le représentant de la famille auprès de Dieu, quoi. Ouais. C'est moi qui suis en charge de parler à Dieu pour tout le monde. J'aime bien ce rôle. Oui, et il y a un élément sur lequel vous vous appuyez d'ailleurs pour justement parler de Dieu et qui vous touche beaucoup, c'est les bondieuseries. Vous consacrez un chapitre à ça. C'est quoi les bondieuseries? Les bondieuseries, c'est tous ces petits... D'ailleurs, la couverture du livre, on le voit très bien. Oui, effectivement, c'est assez flagrant. C'est flagrant. En fait, c'est quoi? C'est les objets de dévotion? C'est tous ces petits objets de dévotion. Par exemple, moi, quand j'ai eu ma première voiture, ma grand-mère m'a offert un Saint-Christophe. Bon, à l'époque, les voitures, il y avait de la ferraille, donc c'était un aimanté. Voilà, un Saint-Christophe, vous protégez votre voiture. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Le côté populaire. Le côté simple et populaire, en fait. D'ailleurs, je suis venu ici, comme je savais que j'allais vous rencontrer, je suis venu avec mon chapelet. Ça vous stressez? Bah oui, parce que ça me rassure, donc je suis avec mon petit chapelet. Voilà, mais c'est vrai que dans le livre, vous dites que vous avez ces bondieuseries qui vous accompagnent à chaque fois dans les moments un peu importants de votre vie. Vous racontez par exemple que vous avez interrogé l'ancien président Nicolas Sarkozy, et je crois juste avant l'interview, effectivement, vous teniez à toucher votre chapelet. Oui, parce qu'en fait, j'ai lancé sur RMC un podcast littéraire qui s'appelle Délivrer RMC il y a 1 an et demi, et l'un des premiers invités a été le président Sarkozy. Voilà, les circonstances ont fait qu'il avait eu envie de venir et que j'avais envie de le recevoir. Et je suis désolé, moi je viens d'un petit village, d'une famille modeste, d'un petit village du Pas-de-Calais. Recevoir en tête-à-tête un ancien président de la République, en plus pas n'importe qui, comme Nicolas Sarkozy dans une émission littéraire, j'avais un peu la pression, j'avais très peur, quoi. Enfin, j'avais le stress, quoi. Et donc vous avez demandé de l'aide à Dieu? Bah oui, j'ai pris mon chapelet comme là, et puis je l'ai touché avant de commencer de parler dans le micro, et puis ça a marché. Ça a très bien marché. Oui. Et voilà, donc certaines personnes diront que ce sont des superstitions libre. Enfin, moi, je pense que ce sont des petits éléments qui nous permettent de vous raccrocher à Dieu, en fait. Mais c'est hyper populaire, et c'est ce que j'aime, en fait, dans les bondieuseries, c'est qu'il y a quelque chose de très simple. On n'a pas besoin d'avoir lu les grands théologiens pour avoir la foi. Pour avoir la foi et pour la témoigner à Dieu. Je fais un chapitre, par exemple, sur les bougies. En fait, les bougies, c'est les cierges, les petites veilleuses dans les églises. C'est aussi pour les gens qui ne savent plus prier. Quand on ne sait pas les mots, quand on n'a plus les mots pour prier, on allume une petite bougie à un saint ou à la Vierge Marie dans une église, et ça suffit. Donc, ça passe... J'aime le christianisme et la religion incarnée. Mais elle peut s'incarner par plein de choses. Et moi, j'aime l'incarnation dans le quotidien de cette foi populaire. Vous parlez des bougies, justement, il y a un épisode assez amusant dans le livre que vous racontez. Donc vous connaissez Zinedine Zidane parce que vous l'avez suivi pendant de longues années à Madrid, et vous lui avez offert une bougie, justement, avant un match extrêmement important. Oui, c'est-à-dire que j'étais à Madrid pendant 29 ans, donc j'ai suivi la carrière de Zizou, joueur, et j'ai suivi sa carrière en tant qu'entraîneur. Et en 2016, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, il se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Et je vais le voir un soir au centre d'entraînement du Real Madrid, 10 jours avant la finale. 10 jours avant. Je vais le voir avant la finale. On passe 1 heure, on était tous les deux au centre d'entraînement. Et puis voilà, on fait un peu du off, comme on dit dans le journalisme. Il me raconte des choses que je ne peux pas révéler a priori, voilà, ou qui nourrissent les articles et les interventions. Et puis à la fin, je lui dis, voilà, Zizou, je revenais de Terre Sainte, et je lui dis, je t'ai ramené un petit cadeau. Là, je sortais de mon rôle de journaliste. Je t'ai ramené un cierge de Jérusalem que j'ai fait brûler sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Jérusalem est la grande ville la ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Donc je t'offre, Zizou, cette petite bougie, ce petit cierge qui a brûlé sur le tombeau du Christ, et ça va te porter bonheur pour la finale. Et en tout cas, ça l'a touché. C'est-à-dire que 3 heures avant la finale, 10 jours après, voilà, j'étais chez moi, je m'apprêtais à regarder le match à la télé, et là je reçois un WhatsApp de Zizou avec une photo du cierge dans sa chambre d'hôtel. C'est-à-dire qu'il avait emmené le cierge pour qu'elle allait lui porter bonheur. Et il l'avait allumé juste avant. Et il avait gagné. Oui. Et donc, comme il se qualifie la saison d'après, on refait recommencer. Et il s'est requalifié la saison d'après. 2016, 2017, 2018, c'était devenu un rituel entre nous. J'apportais à Zizou un cierge qui avait brûlé sur le tombeau du Christ à Jérusalem pour lui porter bonheur. Et c'est le seul entraîneur à avoir gagné 3 Ligues des Champions de suite. C'est un sujet dont vous parlez beaucoup dans le monde du football, ou c'est un sujet tabou, la religion? Non, j'en ai parlé. Par exemple, l'autre jour, j'ai pris un verre avec le pasteur qui conseille Olivier Giroud. Donc, il avait voulu me rencontrer. Il en parle beaucoup, lui aussi. Il en parle beaucoup, oui. Donc, c'est passionnant. Oui. Après, la religion, c'est une aide. Moi, c'est une aide aussi dans mon travail.
Je veux dire, quand on est journaliste, on vit des moments difficiles par moment, donc la religion, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas la différence entre mon travail et ma vie, c'est-à-dire que je suis croyant. Après, en tant que journaliste, je me dois une certaine neutralité quand j'interviewe des gens, mais je veux dire, je peux interviewer le président de la République sans lui parler de Dieu, mais avec mon chapelet dans la poche. Dernière question en 20 secondes, Frédéric Hermel, qu'est-ce qui fait que cette foi ne vous a jamais quitté? Parce que vous parlez dans ce livre des soubresauts de la vie madrilène, vous auriez pu vous y perdre, vous dites que vous êtes d'ailleurs un peu perdu de temps en temps. Et oui, j'étais jeune, voilà. Madrid est une ville. Et ça vous a jamais quitté finalement? Alors, il y a eu j'ai fait un chapitre dans ce livre qui s'appelle La beauté du doute, et comme tous les gens qui ont vraiment la foi, il y a eu des moments où je me suis un peu éloigné de la religion, mais il faut pouvoir s'éloigner pour y revenir, pour avoir de belles retrouvailles. Et c'est ce qui est arrivé. Ce dont vous témoignez aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frédéric Hermel, vous le vivez en tout cas avec beaucoup d'intensité, on le sent dans vos propos et donc à la lecture de ce livre. C'est ça la foi aux éditions Fayard, que l'on croit ou qu'on ne croit pas. Il y a quelque chose de captivant dans la manière dont vous le racontez et dont on voit comment Dieu a quelque part un peu façonné, vous a accompagné en tout cas jusqu'à... Et c'est dans la joie, et c'est un livre joyeux, parce que je pense que croire, ça ouvre vers l'espérance, et l'espérance, ça fait sourire. Et c'est en tout cas votre témoignage. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain midi pour un prochain numéro. Ce sera Vincent Roux à la présentation. Excellent après-midi. Et merci.